capital de pouvoir comprendre qui l'on est, qui je suis. Donc la connaissance de soi est un élément fondamental pour réaliser un projet, quel qu'il soit, et en particulier pour le trading, c'est vraiment capital. Ensuite, on va zoomer un petit peu, on va essayer de faire une petite aparté qui est particulière sur les croyances limitatives, sur les fausses croyances, et on va voir comment ces fausses croyances, ce tissu de croyances, a un rôle réellement négatif, et ça peut vraiment nous freiner dans la réalisation de nos objectifs en trading et même dans la vie. Ensuite, une fois que je me connais, je sais qui je suis, j'ai détricoté un peu ces croyances, je me suis forgé des croyances qui sont fortes, qui sont basées sur des choses vraies. Donc maintenant, je suis apte à commencer, donc à apprendre, à décider, donc mise en place d'un plan de trading. On verra comment le plan de trading doit être formé et qu'est-ce qui constitue tous les éléments de ce fameux plan d'action, ce plan de vol, qui doit être réellement extrêmement rigoureux. Et enfin, on verra comment mettre en place justement ce plan de trading, la mise en œuvre au niveau technique, au niveau technologique, et surtout qu'en 2012, avec des brokers en plus comme FXCM, on a réellement tous les outils qui nous permettent d'optimiser nos résultats, d'améliorer nos performances et surtout de mieux gérer nos émotions grâce justement à cette technologie-là qui doit être maîtrisée. Donc, concernant justement les préambules. Alors, je dois déjà, évidemment, comprendre les marchés. Ça paraît évident. Donc, depuis ce matin, vous êtes tous là. Je suis convaincu que toutes et tous ici, vous comprenez les marchés des CFD et du Forex. Mais ce n'est pas une évidence. Il y a énormément de personnes qui investissent sur des marchés qui ne comprennent pas. Donc, je dois me forcer à me former, à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui fait que les prix évoluent et comment ce marché, quels sont les opérateurs en fait qui interviennent sur ce marché-là, donc de l'analyse technique, du fondamental, etc. Donc je dois vraiment me former sur ces différents aspects et c'est réellement impératif. Si je rentre sur un marché que je ne comprends pas, émotionnellement, ça ne va pas pouvoir le faire et donc je ne vais rien comprendre, je vais être submergé par des émotions que je ne pourrai pas maîtriser. Donc réellement, faisons tous un effort pour se former. Il y a énormément de littérature sur Internet, il y a beaucoup de webinaires et je suis convaincu que nos amis de FXCM ont déjà beaucoup de guides, etc. pour nous former. Donc la seconde chose que je voulais voir avec vous en préambule, c'est l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est un peu pervers. Ça nous permet de se dire, je vais investir, avec peu d'argent, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais je peux également perdre énormément. Si on voit le petit exemple que j'ai mis là, avec 1000 euros, j'ouvre un compte donc avec 1000 euros, c'est raisonnable. J'ai un effet de levier 100. Alors 100, c'est un effet de levier qui est classique chez les brokers Forex. On peut avoir des effets de levier de 200, 400, même plus. Ça veut dire que si j'investis ces 1000 euros là, sur le marché, j'aurai une exposition globale de 100 000 euros. Déjà là, ça devient compliqué à gérer pour les émotions. Donc j'ai mis 1000 euros. Si les cours bougent de 1% dans une direction ou dans une autre, j'aurai un delta, donc une exposition globale de 100%. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que si les cours évoluent dans le bon sens de 1%, on le voit tous les jours, même plusieurs fois par jour sur des marchés extrêmement volatiles, j'aurais gagné donc 100%. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc j'ai investi 1000 euros one shot et j'ai doublé en moins d'une journée, la vie est belle. Alors si j'ai gagné, je peux également à contrario perdre tout. Ce qui veut dire que si les cours évoluent dans le mauvais sens, à ce moment-là, j'aurais perdu l'intégralité de la marge que j'avais mise, donc des 1000 euros, et le broker coupera la position. Parce qu'évidemment, il ne va pas porter une position de 100 000 euros si elle n'est pas financée par moi en face. Donc, on peut voir que réellement, cet effet de levier doit être utilisé avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de discernement. C'est vraiment le maître mot sur l'effet de levier, c'est le discernement. Donc, de ne pas s'affoler avec l'effet de levier qui peut générer des émotions extrêmement compliquées si les expositions sont
trop élevé. Enfin, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Depuis ce matin, bien sûr, vous avez eu des conférences extrêmement pointues sur l'analyse technique, sur la macro. Donc je suis convaincu que toutes et tous ici, vous maîtrisez ces sujets-là. Mais je ne peux pas aborder le trading, qui est vraiment un métier qui nécessite beaucoup de travail, qui nécessite de la persévérance, de la patience, si je ne maîtrise pas cette technicité. C'est impossible de se dire je vais ouvrir un compte et je vais écouter ce qu'on me dit, je vais cliquer et je vais voir. Ça c'est du casino, c'est pas la peine, c'est n'importe quoi. Donc réellement maîtriser ces outils-là, ça veut dire se former, ça veut dire travailler sur des comptes en démonstration, ça veut dire réellement aller suivre des formations, lire des livres et se forger une réelle stratégie au niveau technique et fondamental. Parce que le technique seul, c'est bien beau, mais si je suis centré que sur mes graphiques, je ne vois pas ce qui se passe dans l'économie, c'est compliqué. S'il y a des news, je ne comprends pas pourquoi. Donc il faut réellement avoir un œil rivé sur les news macro. Et pareil, ici je fais que du fondamental, j'ai besoin aussi d'avoir de l'analyse chartiste et technique. Donc les deux vont de pair à ne pas négliger. Quatrième chose, je dois intégrer les risques du trading. Alors ça, on le sait tous, on le voit partout, on l'entend à la radio, à la télévision, mais c'est de la folie. Il y a des personnes qui investissent de l'argent sur des comptes de trading, de l'argent qui est nécessaire pour vivre, pour nourrir leurs enfants, pour payer leur loyer, pour vivre. C'est du grand n'importe quoi. On ne peut pas investir de l'argent sur un compte de trading si on a une relation avec cet argent-là qui ne nous permet pas d'essuyer des pertes. Donc je dois investir de l'argent que je peux me permettre de perdre, donc du coup je vais être serein. Je sais que cet argent-là correspond à une partie, on va dire, risquée, donc la frange risquée de mon patrimoine. Donc, cette frange risquée, comme son nom l'indique, il y a du risque, je suis un bon trader, donc je vais pouvoir gérer ce risque-là, mais dans le trading, ça monte et ça descend, donc il faut bien pouvoir supporter ces pertes-là, donc avoir une relation avec le cash que je mets sur le compte qui soit saine. Alors, petite parenthèse, j'ai déjà vu des personnes qui faisaient un crédit à la banque pour ouvrir des comptes de trading. Donc ça, c'est de la folie, c'est du suicide. Donc vraiment à éviter, je vois des gens là-bas qui disent oh là là, peut-être que voilà. Donc monsieur, arrêtez tout de suite. On ne fait pas du tout cette pratique-là, pas de crédit pour ouvrir un compte, même chez FXM ou chez n'importe qui. Donc vraiment pas ça, vraiment mettre de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, mettre des petites sommes et monter ensuite graduellement. Voilà, donc c'est extrêmement important. La dernière chose, avant qu'on passe au cœur du sujet, le processus de la réussite. Tout le monde ici, j'en suis certain, connaît ce processus-là, parce qu'on l'utilise de manière consciente ou même inconsciente. On utilise tous ce processus-là. Mais il convient ici vraiment de pouvoir expliciter avec vous ce processus-là et de le décortiquer de manière peut-être un peu plus détaillée pour le comprendre et voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer directement sur les marchés et sur notre compte en trading. Alors, à la base de ce processus de la réussite, je dois avoir, à l'origine, au départ, un désir. Si je n'ai pas ce désir-là, si je n'ai pas un désir qui est fort, si je n'ai pas défini mon objectif, il est impossible que je réalise quelque chose, que mon projet se concrétise. Je dois avoir une envie, je dois avoir quelque chose, une étincelle qui me dit, voilà, mon désir, c'est ça, je l'ai défini, il est dans la même lignée que mes valeurs personnelles. Je ne peux pas être en contradiction avec mes propres valeurs. Donc, une fois que j'ai défini ce désir-là, qui constitue en fait un peu la graine. Je ne peux pas manger une pomme, prendre un petit exemple, si à l'origine on n'a pas planté une graine et que ça a poussé. Donc la graine c'est la base. Si je prends cette graine et que je la pose ici et que je la regarde, ça ne va rien me donner. Mais si j'ai pas de graine, forcément j'aurai pas de pomme. Donc le désir est nécessaire, mais pas suffisant. Donc c'est le premier ingrédient essentiel, mais j'ai besoin également d'autres choses. Donc en second lieu, je vais avoir besoin, deuxième étape de mon processus, le désir, de définir réellement les objectifs. Ensuite, la motivation. La motivation est réellement le moteur de nos actions. Ça veut dire que je ne peux rien entreprendre, je ne peux rien faire si je n'ai pas une motivation qui va me pousser à entreprendre.
Alors, la motivation, encore une fois, je peux la splitter en deux. J'ai deux moteurs, globalement. J'ai un moteur avec de l'énergie qui est positive, le bonheur, le bien-être, la joie. Je veux être en bonne santé, j'ai envie d'avoir de l'argent pour aider les autres, pour faire des cadeaux à mon épouse. Je veux avoir des amis qui sont sympathiques. Donc, je suis motivé par des choses qui sont positives. J'ai également un autre moteur qui est lui plutôt négatif, c'est la souffrance. Alors, contrairement à ce qu'on croit, la souffrance est un moteur qui peut s'avérer parfois excellent. C'est-à-dire, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être malade, je veux avoir une absence de souffrance. Donc ça peut me motiver à entreprendre des actions, non pas parce que j'ai envie de faire quelque chose, mais parce que je n'ai pas envie, je n'ai plus envie d'être dans une situation qui me déplaît. Donc cette motivation est très importante et ça constitue réellement le moteur. Donc, évidemment, la motivation doit aller dans le même sens, encore une fois, que mon désir, que mes valeurs. Si je suis motivé à faire autre chose que ce que je veux, ça ne fonctionne pas. Alors, cette motivation va me pousser à adopter des attitudes. Alors, les attitudes, encore une fois, doivent être en ligne avec le désir. Évidemment, vous dites, c'est évident. Par exemple, je veux être en bonne santé. Tout le monde ici veut être en bonne santé, je suppose. Pour être en bonne santé, donc j'ai mon désir, je sais ce que je veux, c'est simple, c'est évident. Maintenant, j'ai la motivation pour être en bonne santé. Donc je vais étudier, je vais voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en bonne santé. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant que je sais ce que je dois faire, je vais essayer d'entreprendre. Malheureusement, on se rend compte que énormément de personnes ont des attitudes qui sont complètement antagonistes, qui sont à l'opposé de la réalisation de leurs objectifs. La malbouffe, l'excès d'alcool, l'excès de cigarettes, pas ou presque pas de sport. Donc finalement, on se rend compte que la réalisation de ces résultats-là, les résultats sont vraiment antagonistes avec notre objectif initial qui était d'être en bonne santé. Donc réellement, entreprendre des actions qui sont dans le même sens. Donc une fois que je sais ce que je dois faire, pour entreprendre des actions qui sont dans le bon sens, je dois être persévérant, je dois être réellement enthousiaste. Alors l'enthousiasme, à distinguer de l'excitation. Ouais, je vais réussir, super, génial. Ça fait peur. Donc, pas trop d'excitation, c'est pas bon. Par contre, l'enthousiasme, c'est une énergie sereine, une énergie qui est posée, qui est extrêmement concentrée et qui est puissante, et qui va nous permettre de nous relever, qui va nous permettre d'être forts et persévérants, parce que je ne dois jamais abandonner. Je sais que dans toutes les entreprises, je vais avoir forcément des épreuves, que ce soit dans le business, dans les relations, dans les émotions, dans le trading, je vais avoir forcément à traverser une série d'épreuves. Et les épreuves sont à la hauteur de mon ambition. Donc plus je vais avoir une ambition qui va être forte, plus finalement les épreuves vont être fortes aussi. Donc je dois être prêt à affronter ça. Maintenant, une fois que je suis motivé, que j'ai les bonnes attitudes, je dois avoir de la discipline. Donc la discipline est extrêmement importante. La discipline, comme disait un célèbre chef d'orchestre, libère. La discipline libère. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai mon plan, je sais ce que je dois faire, je n'ai plus à penser, j'ai plus de tergiversation, qu'est-ce que je dois faire, il n'y a plus d'hésitation, je ne tremble plus, je dois simplement agir. Donc j'aurai de l'action qui va être pure et dure. Donc finalement pour les émotions, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus souple, parce que je suis quelqu'un de discipliné. Le contraire de la discipline, c'est la dispersion. Une personne qui se disperse, c'est une personne qui ne peut pas être disciplinée. Je ne suis pas focalisé sur un seul et même objectif. Si j'ai 50 objectifs différents, je ne peux rien faire. Donc je dois vraiment faire converger toutes mes énergies vers un seul et même objectif, encore une fois, qui doit être remis avec mes valeurs, la motivation, les attitudes et la discipline. Voilà donc le plan de, on va dire, la procédure, entre guillemets, pour réussir. Il manque un élément, c'est l'assaisonnement, si vous voulez, c'est le ciment qui va cimenter chaque ingrédient. J'ai tous les ingrédients, j'ai la recette, il manque un ingrédient qui est très très important, c'est la confiance en soi. On ne peut rien faire à chaque étape si je n'ai pas une confiance en moi qui va croissante. Alors la confiance en soi, encore une fois, c'est un processus qui nécessite énormément de travail, qui se travaille au jour le jour, qui se construit, mais si je n'ai pas confiance en mes capacités à réaliser des choses, en mes capacités à prendre des positions, à être un bon trader, à être le meilleur, si je n'ai pas confiance en mes capacités à gagner de l'argent, à faire de l'argent, parce que j'ai mes objectifs, je sais pourquoi est-ce que je fais ça.
c'est dans mes valeurs. Je veux avoir un complément de retraite, un complément de revenu, je veux m'acheter une belle voiture, une Porsche ou n'importe quoi. Je sais exactement ce que je veux. Ça me fait plaisir, je sais pourquoi je le fais. À ce moment-là, je dois avoir la confiance dans mes capacités pour réaliser ça. Donc la confiance en soi est un élément primordial et je vous engage réellement, pour ceux qui veulent trader en réel avec leur argent ou l'argent des autres, à réellement travailler cet aspect-là qui constitue un élément fondamental de la réussite en général et en trading en particulier. Donc la connaissance de soi. Donc vous verrez qu'en haut à chaque fois j'ai mis une petite citation que j'ai trouvée à chaque fois en adéquation avec le slide. Donc, voilà. Concernant la connaissance de soi, il y a une liste de questions. Je vous engage à vous les poser et si possible à y répondre de la manière la plus honnête. Alors c'est pas limité, hein. On peut se trouver d'autres questions, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment, le questionnement, c'est la base. Donc, qu'est-ce qui m'attire dans le trading? Pourquoi je trade? Tout ça, ça doit vraiment trouver des vraies réponses et soyez sincère avec vous-même. Soyez authentique. Parce que si je ne me connais pas, je ne sais pas quelles sont mes qualités, mes défauts. Je ne sais pas quelles sont mes peurs. Par exemple, de quoi ai-je peur? On a tous peur ici d'énormément de choses. J'ai peur, par exemple, de l'échec. Tout le monde a peur de l'échec. Alors en France, encore plus que dans les autres pays, l'échec est très mal vu. Donc il faut apprendre à gérer ça. Qu'est-ce qu'un échec? Un échec, c'est quand j'ai une épreuve et je ne me suis pas relevé. Et j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Et j'essaye après de justifier, de m'expliquer que c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'autre, c'est le marché, etc. Mais si j'ai un échec, j'ai des trades perdants, j'ai cramé un compte, mais je ne suis pas mort. Mais si je veux faire ça, j'ai mes objectifs encore qui sont présents, qui sont plus vivants que jamais. Je rebondis, je me sers de ces échecs-là pour ajuster mon approche et, in fine, pouvoir gagner de l'argent, récupérer les pertes et, bien entendu, être dans le vert. Alors, tout ce que je vous dis là, j'entends déjà des pensées. C'est bien beau ce qu'il dit, s'il avait vu mon compte, c'est pas évident, réellement, etc. Alors, je vais vous dire une chose. On peut tout le temps faire un pas en avant. Pas deux, pas trois. Je n'ai pas besoin de voir le haut de l'échelle pour monter une marche. Donc monter une marche après l'autre. Un pas dans la bonne direction, c'est pas compliqué. Un seul, et finalement ça m'enchaîne un cercle vertueux qui va me pousser littéralement vers la réussite et le succès. Mais je dois avoir encore une fois cette discipline et cette ténacité pour pouvoir avancer. Donc, une fois que j'ai essayé de répondre à toutes ces questions, j'ai essayé d'expliquer mes peurs, donc j'ai peur de l'échec. Voilà. Maintenant, il y a une autre peur qu'on a tous, qui est plus ou moins consciente, c'est la peur de la réussite. Ça fait peur de gagner beaucoup d'argent, ça fait peur par rapport au regard des autres. Donc il y a des choses qui changent. Il faut accepter cette réussite-là. Donc c'est encore une fois un travail personnel qui doit être fait. Ici, on ne peut pas tout développer, ça prendrait énormément de temps. Donc je vous engage à travailler sur ce développement personnel, la gestion de nos peurs, de notre culpabilité, etc. Alors, une fois que j'ai vraiment réussi à répondre à toutes ces questions-là, donc là on a vu un peu les éléments qu'on vient de dire, je suis apte vraiment à me concentrer encore plus sur moi-même, puisque déjà j'ai dégraissé, je sais quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts en général et dans le trading. Alors, pour le trading, il faut savoir qu'on a besoin d'avoir beaucoup de qualités, mais il y a trois qualités, trois caractéristiques, j'ai envie de dire, qui sont essentielles. Alors, la première, c'est la rationalité. Un trader doit être rationnel. Ça veut dire que je ne dois pas, c'est impossible pour moi de prendre une décision qui est basée sur du feeling, qui est basée sur des on-dit, qui est basée sur des envies de me refaire, sur des choses qui ne sont pas rationnelles. La rationalité, c'est mathématique, c'est statistique, c'est économique, c'est carré. Donc la rationalité doit vraiment faire partie intégrante de ma personnalité pour pouvoir faire du trading avec succès. La deuxième chose, c'est le pendant de la rationalité, c'est la patience.
un trader se doit de travailler sur sa patience. C'est contre nature, parce que c'est excitant, c'est de l'argent, il y a un peu de stress, tout ça, c'est stimulant. Mais on se doit d'être patient. Si mon plan me stipule que je dois entrer ou sortir suivant un faisceau de conditions, sur des signaux, sur des choses, je dois absolument être patient et attendre pour rentrer en position ou sortir de position. Si je suis impatient, je vais forcément avoir des actions qui vont être irrationnelles. Donc les deux sont très 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 importantes. Et la troisième, alors ce n'est pas une qualité à proprement dit, c'est plutôt l'absence d'un défaut, c'est la cupidité. Je ne dois pas être cupide. Un trader cupide, c'est catastrophique. C'est la folie, parce que c'est un trader qui va faire des catastrophes comme à la SG. Pourtant, j'ai rien contre Jérôme Carlier, qui est une personne que personnellement que j'apprécie bien, mais qui a perdu les pédales. Fin de la parenthèse. Donc, si je suis cupide, dès que je gagne et que mon plan de trading me dit il faut sortir, je vais vouloir gagner plus. Ou peut-être dès que je gagne un petit peu, mon plan de trading me dit il faut attendre 50 points, j'en prends 10, allez, je sors. C'est aussi de la cupidité, de l'impatience. Et si je perds, je vais être tenté de, peut-être, me refaire, rentrer dans une logique de joueur, de casino, rentrer des positions de plus en plus grosses avec l'effet de levier et tout ce qu'on a dit. Donc vous pouvez réellement voir, par rapport justement à notre processus de la réussite, comme on disait, que la cupidité va à l'encontre complètement de la discipline, de l'énergie positive que je dois mettre dans tout ce que j'entreprends et dans mon trading. Alors évidemment, une fois que j'ai défini sincèrement mes objectifs qui doivent être personnels, je dois définir des objectifs qui sont de performance. Alors on y reviendra un peu plus tard, mais bien distinguer les résultats des performances. Les résultats, c'est le cash, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, combien de pips j'ai pris. Et la performance, c'est personnel, c'est mon comportement, c'est ce que je maîtrise, c'est ma stratégie, c'est mon approche. Je peux être un trader qui n'est pas performant du tout, qui fait n'importe quoi, pourtant j'ai des résultats, c'est des accidents, j'ai fait un coup de speed, j'ai gagné énormément. Mais ça, c'est le pire qui puisse arriver à un investisseur. C'est de faire n'importe quoi et de gagner. Parce que là, ça l'encourage à jouer toujours plus gros, toujours plus fort. Et au bout de la route, on sait tous très bien que ce qu'il attend, c'est il va cramer son compte et il va venir pleurer. Donc voilà. Donc finalement, réellement pour pouvoir mettre en place ces objectifs-là et pouvoir établir, comme c'est écrit, un plan d'action qui soit réaliste et en accord avec mes moyens et mes objectifs. Si mon objectif c'est de devenir millionnaire en un an, si j'ouvre un compte avec 1000 €, c'est pas possible. C'est clairement impossible. Donc il faut que je mette en face de mes objectifs les moyens en adéquation. Si je veux être un trader professionnel qui veut vivre de ça, je dois me donner les moyens, m'équiper, m'entourer, me former. Et je dois avoir le cash suffisant pour vivre. Donc, effectivement, bien réfléchir entre toutes ces... bien faire le tri, justement, entre les objectifs et les moyens, que tout soit dans la même lignée. Maintenant que je sais un peu qui je suis, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, j'ai fait le point, je sais que je dois travailler sur mes qualités et sur mes défauts, en trading en particulier. C'est très compliqué de changer un défaut. On peut passer une vie pour corriger un défaut. Donc essayer de se corriger en quelques semaines, en quelques mois pour être un trader performant, ça peut être compliqué. On doit essayer, on doit travailler. Mais il est beaucoup plus simple de capitaliser sur ses qualités. Par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très patient. A contrario, je suis quelqu'un d'un peu stressé. C'est moi, personnellement. Donc j'ai une aversion au risque assez forte. Ça ne m'empêche pas d'être un trader depuis 10 ans. J'ai passé par les salles de marché, de banque. Mais j'ai toujours mis en place un plan d'action qui non seulement favorisait la patience à outrance, mais en plus me permettait d'être moins stressé. Donc à l'heure actuelle, quand je trade, je suis quelqu'un qui va adopter une stratégie qui va conjuguer la patience, parce que c'est un critère qui est fondamental, et on va dire l'allègement de mon stress. Par exemple, je vais trader sur des grosses tendances avec un effet de levier qui réduit. Donc en même temps, je capitalise sur la qualité, puisque c'est facile, je l'ai déjà, cette qualité. Donc je peux travailler, je peux avancer. Et en même temps, le fait que je sois vraiment patient et que je force ce trait-là, ça fait que
finalement je suis moins stressé. Donc j'apprends à gérer mon stress encore mieux. Donc on voit que peut-être, là, c'est plus facile de travailler sur ses qualités, de capitaliser sur ses qualités, et en même temps d'améliorer ses défauts. Chacun de nous, on a en nous énormément, une multitude de croyances limitatives, de fausses croyances. Alors qu'est-ce qu'une fausse croyance? C'est une croyance qui est fausse, qui n'est pas basée sur la réalité vraie. Voilà. Donc, comme on disait, si par exemple je vous dis 2 et 2 font 4, je le sais, c'est vrai. Donc c'est une croyance qui est vraie. Le ciel est bleu, c'est vrai. Ce sont des choses qui sont réelles, c'est une croyance réelle. Mais si je dis, par exemple, l'argent c'est mal, l'argent c'est sale, les riches sont des salauds, les riches sont des mauvaises personnes, le marché est contre moi. Bon, là je suis, et si je le crois réellement, je suis peut-être pas en bonne disposition d'esprit pour faire du trading. Alors, à l'heure actuelle, on vit dans une société où le trading, la finance, est très 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 mal vu. On a mauvaise presse, c'est exécrable. Les traders sont coupables de tous les maux. Les riches ou ceux qui sont censés l'être, en gros ici, ceux qui travaillent dans la finance font partie de cette catégorie de personnes, sont pointés du doigt constamment. Et donc ça crée en nous, ça génère en nous des croyances. Et en fait, ces croyances-là sont insufflées par énormément de choses, par la famille, par les amis, par l'éducation, par la télévision, par Internet. On est un peu formaté, on a tous ça. Donc on se doit de travailler, de casser ces croyances-là et d'améliorer sa relation à l'argent, d'une part parce que je fais du trading, donc je dois être à l'aise avec cette notion-là, et je dois également travailler sur ma relation au marché. Alors le marché ne m'en veut pas. Je parle du marché du forex, bien sûr, sur les small caps, sur les actions qui sont illiquides, sur des produits un peu étranges. Il peut y avoir des choses discutables, mais sur le marché du forex, on est tous d'accord ici que pour peu que je choisisse un broker qui va être mon accès au marché, qui est sérieux, qui est fiable, qui ne m'arbitre pas, et avec FXM, je pense qu'on est réellement bien servi en termes de prix et de liquidité, cela constitue pour moi une sécurité à 100%. Je n'ai aucun doute que nous sommes tous et toutes au même niveau d'information. Si je m'équipe, si j'ai un accès web, si j'ai un site internet, si je lis Bloomberg, si je lis les news, j'ai les mêmes informations qu'on a chez Goldman Sachs et chez JP Morgan. Donc, je n'aurai pas d'autres informations. Donc, je peux interagir sur ce marché-là avec un niveau, on va dire, de connaissance égal à n'importe quel professionnel. Donc, le marché ne m'en veut absolument pas. Voilà. Par rapport à l'argent, c'est pareil. On doit lutter contre ces croyances-là, etc. C'est vraiment extrêmement important. Alors, encore une fois que j'ai défini mes objectifs, je sais que je vais pouvoir faire de l'argent, j'ai foi en ma stratégie, je vais pouvoir la mettre en place, j'ai foi en mes compétences. À ce moment-là, je suis en mesure de ce qui s'appelle me créer des certitudes dans un univers incertain. Ça veut dire, en fait, le marché, c'est très incertain. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne peux pas prédire que demain, ça va s'effondrer ou ça va monter. On a eu des conférences qui nous disaient que ça allait être la crise, etc., que c'était la folie. On n'en sait rien. Moi, ce que je sais, c'est comment je vais me comporter, moi. Quel va être réellement mon comportement, celui de ma stratégie, comment je vais réagir. Et ça, c'est une certitude, et ça vaut de l'or. Beaucoup plus que de savoir si le marché il va monter ou il va baisser. Moi, je sais comment je vais me comporter, quels que soient les événements de marché au niveau macroéconomique. Alors, le plan de trading. Le plan de trading, c'est un élément qui est fondamental pour tous les traders. Le plan de trading doit réellement correspondre à 100% à notre personnalité, doit être en ligne réellement avec notre aptitude à faire